En fait, j'ai changé l'ordre de ma présentation au cours de la journée en prenant conscience de tous les champs, tous les sujets qui étaient abordés, et puis en me disant que on avait peut-être, ça pouvait être intéressant qu'on parle un tout petit peu, pas seulement de tweets de rue, mais d'autres initiatives dans l'inclusion qui utilisent des outils numériques. Parce que dès le début de la journée, j'ai beaucoup entendu tout ce qui est relatif à l'empowerment, empuissancement, mise en capacité, pouvoir d'agir, tout ça. Et puis, beaucoup les technophiles et les technophobes, enfin quelque chose qui est un peu centré sur cette question du numérique. Et puis on se rend bien compte que très facilement... Patrick, viens Patrick. Je vous présente Patrick Canter 57640 sur le projet Tweet de rue qui se chargera lui-même d'en parler puisqu'on n'est jamais mieux servi que par les gens premiers concernés, n'est-ce pas? Donc enfin, avant d'en arriver là, c'était pour dire que ouais, donc cette histoire de numérique, c'est un des rares secteurs qui embauche, qui se développe et tout, donc forcément il y a une cristallisation de plein d'attentes, on en parle comme ça, mais il ne faut pas oublier que TIC, ça veut dire technologie de l'information et de la communication. Et que on perd parfois ce sens simplement parce que la communication, depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, s'est éloignée de la communication. Donc, c'est-à-dire qu'on appelle aujourd'hui communication ce qu'on appelait propagande avant un peu. Hein. C'est-à-dire quelques chefs à plume organisent un message pour arroser la masse. Mais non, en fait, la communication, c'était d'abord le dialogue. Communicare, ça veut dire partager, échanger. Et donc, ça a à voir avec les questions de l'échange, du partage. Et on l'a vu tout à l'heure, très bien, juste avant le repas, sur ces questions de toute l'économie du partage. Donc, de fait, nous, on a en fait deux structures. On se spécialise dans la communication participative, avec d'une part la société Ensemble Communication Participative et d'autre part une association qui a le label Génération Réactive, qui est un label au départ qui était sur des initiatives de jeunes pour améliorer le fonctionnement de la société, et puis qui a produit de nombreux projets, dont Tweet de rue. Alors, je voulais juste citer quelques exemples concrets du type d'action qu'on a mené, voir un petit peu comment justement la communication entre les gens, le fait de construire une histoire en commun à partir de ce que les gens ont à apporter, ça peut produire du changement social, ça peut produire de l'amélioration, parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes qu'on a à notre époque qui sont liés à un très mauvais usage du pouvoir qu'on a, des outils qu'on a, des capacités de nos sociétés. Par exemple, l'expertise, il y a des experts sachants qui savent beaucoup de choses et qui sont très précieux, mais sans s'en rendre compte, ils bloquent parfois la capacité d'expertise des usagers. Or, dans le même temps, on n'a jamais eu des usagers aussi bien formés. On a un niveau d'accès au bac qui est hyper élevé. Et puis, tout l'accès à ces technologies de l'information fait que les gens sont capables de regarder un petit peu les posologies des médicaments, qu'est-ce qu'ils ont, leurs petites douleurs, leurs machins, se renseigner sur les partis politiques, sur ce qu'ils vont acheter, etc. Donc, les gens sont beaucoup plus autonomes que jamais. Alors, on parle toujours de l'individualisme souvent comme d'une plaie pour notre société, parce qu'on reste sur des schémas où le collectif prime sur l'individuel. Donc vous voyez, des verbes comme adhérer, ça, il n'y a pas si longtemps, c'était un verbe normal et classique. Aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher d'entendre le vocabulaire de la colle dedans. Adhérer, ça paraît dégoûtant. Non, aujourd'hui, on voit bien que les modes de mobilisation les plus efficaces sont des modes où les individus construisent du collectif, fabriquent du collectif. Et souvenez-vous, la CPE, c'était des enfants, hein, à peine majeurs. En 3 semaines, ils ont fait sauter une loi. Donc, c'est tellement inattendu. Et on n'a pas attendu les TIC pour ça. Souvenez-vous des coordinations d'infirmières à l'époque, dans les années 90 déjà. Donc, il y a de nouveaux modes d'engagement. Et les technologies de l'information et de la communication facilitent considérablement la productivité de ces capacités-là chez les gens. Donc là, juste quelques exemples. Raccrochés par les médias. C'est un grave problème qui est le décrochage scolaire. On est en Seine-Saint-Denis, dans un collège en zone d'éducation prioritaire. Le décrochage, c'était une grande cause nationale il y a encore 1 an ou 2. Là, c'était en 2013. C'est toujours la même chose avec le décrochage. Tous les adultes, tous les profs, tous les spécialistes de l'éducation mettent en place des dispositifs pour raccrocher les élèves. Mais il y a un problème. Si les élèves s'appellent élèves, c'est qu'on attend d'eux qu'ils s'élèvent, j'imagine. Et donc, s'ils ne s'élèvent pas, c'est qu'il y a un problème fonctionnel dans l'école.
Et donc là, on a proposé cette méthodologie à ce collège avec lequel on travaillait, qui est de dire, si on chargeait les élèves décrocheurs de faire l'audit de l'établissement, ça serait peut-être efficace. Alors on a travaillé avec ces quelques élèves, dans un premier temps l'émergence de la parole, et ils ont réalisé des autoportraits, enfin des portraits en vidéo, de à peu près 5 minutes chacun. Bon, je ne vais pas vous les montrer, mais vous trouverez ça en tapant raccroché par les médias sur Google, où ils racontent leurs problèmes. C'est extrêmement émouvant, hein. Je suis au milieu de la classe, je suis tout seul, tous les autres regardent partout, mais moi j'ai l'impression que je n'existe pas. Enfin, des choses assez étonnantes. Et puis sur la base de ces portraits-là, ils les ont envoyés à des adultes dans l'établissement qui représentent le problème pour eux, pour le meilleur et pour le pire. Alors pour le meilleur, ça peut être le seul en qui j'ai confiance, c'est le surveillant, machin. Les autres, je ne veux même pas leur parler. Ok, envoie ton portrait et préviens cette personne que tu vas l'interviewer. Pour le pire, c'est si je ne parle pas à la prof d'anglais, je lui en colle une. Ok, envoie ton portrait à la prof d'anglais, puis tu vas aller l'interviewer. Ça va peut-être être mieux que si tu lui en colles une. Et donc de cette manière, chacun de nos 5 élèves ont finalement réalisé entre 3 et 4 interviews chacun. On se retrouve ainsi avec une vingtaine d'entretiens de 5 à 10 minutes avec des profs, le CPE, dirigeants, représentants de parents d'élèves, coachs sportifs, etc. Où l'élève décrocheur pose les questions. Alors, quand vous avez vu mon portrait, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous fait quoi quand vous voyez des élèves comme moi qui font n'importe quoi? Mais quand vous dites que vous êtes révolté, c'est quel genre de révolte? Est-ce que vous savez que je le fais pour que vous soyez révolté? Enfin, vous voyez, ce genre de questionnaire, ce genre d'interrogation. À l'issue de ces 2 phases, il faut un petit bilan que l'on va prendre à l'écrit. En fait, parce que ça n'a pas d'intérêt à être mis en vidéo, là, c'est quelque chose de plus introspectif. Et à partir du moment où ils en sont là, on juge qu'ils ont fait assez de chemin pour que ce soit publié. Et on sort tout ça sur un blog. Donc les 30 vidéos, les petits bilans écrits, etc., le parcours de chacun de ces 5 élèves. À partir de ce moment, tous les élèves et tous les enseignants de l'établissement, mais aussi des autres établissements du secteur, en classe entière, vont en salle informatique et vont regarder toutes les vidéos et vont mettre des commentaires pour aider leurs camarades à résoudre le problème. Donc on part de 5 élèves, nous voici avec 500 à 600 contributeurs. Et puis à ce niveau, on organise une restitution publique dans laquelle sont très largement invités tous les élèves, les parents d'élèves, les profs des alentours, mais aussi le président du conseil général, le maire, l'élu à la politique de la ville, enfin tous les parties prenantes qui peuvent avoir quelque chose à voir avec ce problème. Et ce sont les 5 élèves décrocheurs qui sont sur scène, tout seuls. Et puis ils présentent leurs vidéos, ils expliquent leur parcours, et puis finalement ils donnent le micro à la salle en disant écoutez, nous on a été aussi loin qu'on pouvait aller dans notre compréhension du problème, à vous de jouer. Et évidemment, c'est tellement émouvant, et c'est tellement un storytelling, je veux dire, dans lequel il y a la recherche d'une issue, il y a la recherche d'un dépassement de la crise, il y a que, évidemment, sur le moment, ça suscite plein de possibilités qu'on aurait pensé impossibles dans l'école. Et il se trouve que, alors on est loin d'en être évidemment les seuls auteurs, puisqu'il y avait une formidable communauté éducative, mais l'année où on a mené ce programme dans ce collège, il est passé de 49 à 79% de réussite au brevet. C'est-à-dire qu'au-delà des 5 élèves décrocheurs, c'est toute la réussite éducative de l'établissement qui s'est retrouvée emmenée dans un train. On avait la chance de pouvoir compter naturellement. Nous, on était un pion, enfin on était un des leviers dans tout ça, mais bon, assez décisif. Ça nous a donné la chance d'être félicités par le président de l'Assemblée nationale, parce que c'était le record d'Île-de-France. Et dès l'année suivante, on avait perdu le bénéfice de cette avancée. Pourquoi ? Parce que c'est bien beau d'émouvoir, de faire bouger les choses en partant des élèves. Mais ensuite, si on veut que ça soit durable, il faudrait que, allez, juste le cran au-dessus, les surveillants, les assistants pédagogiques, mais aussi les profs, changent un tout petit peu certaines choses dans leur comportement. Donc il faudrait mener l'année suivante le même travail sur le niveau N+1, on va dire. Et puis, ceci étant fait, on pourrait imaginer que le projet d'établissement l'année d'après et peut-être rectorat, la politique éducative l'année d'après. Enfin, voilà le genre de manière dont on peut aborder les choses. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Citez juste l'onglet suivant, s'il te plaît. 2 autres projets. Très vite, le projet Wi-Fi, qui repose un peu sur le même principe. Mais là, c'est très numérique. Aujourd'hui, il y a plus de 50% d'usagères du numérique. Pendant très longtemps, c'était que des garçons qui jouaient aux jeux vidéo, les geeks étaient des garçons, les usagers étaient des garçons. Ça n'est plus le cas. Et ça commence à poser un gros problème aux entreprises du secteur, parce que imaginez que le site auféminin.com est fabriqué par 90% d'hommes. Donc on peut supposer qu'ils s'inquiètent un petit peu pour les débouchés de leur business. Et donc les entreprises de ce secteur font des gros efforts pour recruter des femmes. Mais le problème, c'est que l'idée reçue
sur le caractère masculin de ces professions est telle que les simples informations lors des journées de l'emploi au lycée ne suffisent pas à déclencher l'accès de filles à ces filières où pourtant il n'y a ni chômage, ni problème de look. J'en parle parce que nous, on travaille beaucoup dans les quartiers populaires. Donc, par exemple, des jeunes femmes musulmanes voilées sont les bienvenues dans les entreprises du numérique. Pareil, si vous avez un piercing, les cheveux rouges, tout ça, c'est un domaine dans lequel il n'y a absolument pas de stigmatisation sur l'apparence. Le télétravail est favorisé. Bref, il y a plein de facteurs, ou en tout cas est possible, il y a plein de facteurs qui font que ce sont des professions éventuellement compatibles avec certains parcours de femmes qui seraient plus éloignés ou moins facilement, ayant moins facilement accès à d'autres métiers. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Alors là, pareil, on a travaillé avec des collégiennes. L'idée, c'était de changer l'image complètement de ces professions. Et elles sont devenues un peu des ambassadrices du numérique au féminin. Donc on leur a fait une sorte de parcours d'aventure où à la fois elles ont rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur, le PDG de Microsoft France, elles ont fait voler des drones, elles ont fait de l'impression 3D, elles ont suivi une session intensive de code pendant 4-5 jours, elles ont appris à bloguer, à tweeter, etc. Et puis là, maintenant, ça y est, elles ont complètement décollé. Elles ont fait un live coding au ministère de la Culture la semaine dernière, elles ont été ovationnées. Et donc, c'est toujours ce même principe de dire on prend les personnes elles-mêmes, on leur donne la possibilité de s'approprier par elles-mêmes de façon autonome certains enjeux en les mettant en capacité de le partager. Et on fait confiance à l'effet viral un peu de tout ça pour que ça se répande. Voilà, donc on a toutes sortes de trucs comme ça. Je voulais vous montrer un autre projet sur l'accès à la lecture dans les médiathèques, mais le temps passe et je pense qu'on va revenir à ce qui était l'objet de cette intervention, le projet Tweet de rue. Alors le projet Tweet de rue, c'est un projet dont l'idée est venue d'un groupe de jeunes de Stein, en Seine-Saint-Denis, qui comparaient leur situation. C'est le quartier du Clos Saint-Lazare à Stein est un quartier, comme on dit, quoi, très stigmatisé. Bien sûr, il y a des problèmes, il y a du deal, il y a des trucs, mais surtout, l'image de marque de ce quartier est déplorable et souffre énormément de cette situation. Et les jeunes qu'on interrogeait disaient, de toute façon, tant qu'on n'écoutera pas ce qu'on a à dire et qu'on parlera à notre place, ça ne changera pas. C'est pareil pour les SDF. De toute façon, je suis sûr que si on donnait des téléphones portables à des SDF pour qu'ils tweetent, ils attireraient plus d'attention sur leur situation que les associations ne le font. Alors, sans vouloir introduire une course à l'échalote entre les associations qui sont indispensables, qui font un travail énorme et tout, ce n'était pas du tout l'idée de compétition. Mais en revanche, l'idée qu'il pouvait y avoir un intérêt à faire entendre directement la voix des gens qui ont des difficultés, dans cette société que je décrivais tout à l'heure comme éventuellement capable de comprendre aussi autrement, des individus capables aussi de s'investir autrement, c'était quelque chose d'intéressant. Et donc, on a tenté cette aventure Tweet de rue. Donc, on a eu le soutien de la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Agir contre l'exclusion, le Club FAS 93, avec lequel on fait aussi le programme Wi-Fi, et de France Inter. Alors, la Fondation Abbé Pierre nous a mis en contact avec le réseau des boutiques Solidarité, qui sont des accueils de jour pour les personnes à la rue. Et on voulait absolument... C'était pas une opération de com, Tweet de rue. C'était une opération d'empowerment. Donc on ne voulait pas qu'il y ait de casting des gens et on voulait que ce soit des gens qui aient suffisamment de la tête sur les épaules. Enfin, je veux dire, les personnes qui les accompagnent dans les boutiques Solidarité étaient capables de savoir qui pouvait s'exposer comme ça. C'est quand même un truc bizarre, quoi, de se mettre, publier sa situation et tout. Donc on voulait que ce soit des gens qui avaient la motivation pour le faire, etc. La Fondation Agir contre l'exclusion nous a fourni les terminaux mobiles et les abonnements. Et France Inter, l'idée, c'est d'avoir des parrainages de personnes, on va dire tout simplement leaders d'opinion. Il se trouve que c'était des journalistes, mais ça marcherait aussi avec, je pense, des sportifs ou des musiciens. Des gens qui sont capables d'accélérer l'acquisition de followers. Quand on va sur Twitter, beaucoup d'entre vous utilisent Twitter, c'est très ennuyeux d'être sur un réseau social quand il n'y a personne qui vous suit. Ça prend vachement de temps de s'y intéresser. Et évidemment, plus on est dans une situation fragile, plus on vit, comme on dit, au jour le jour. Et donc, c'est pas très facile d'attendre 1 mois, 2 mois avant d'avoir un entourage social. Donc là, l'idée, c'était par le biais du parrain, avoir rapidement quelques centaines de followers qui donnaient à l'expérience du réseau social sa signification. Voilà, donc il y a eu 5 personnes qui ont été choisies à travers 3 boutiques Solidarité, l'une à Metz,
l'une à Bourges et l'autre à Paris. C'est un projet qui a au début déclenché une mini polémique les 2 premiers jours, parce que comme il y avait la Fondation Abbé Pierre et France Inter, les gens ont cru que c'était la Fondation Abbé Pierre et France Inter qui avaient lancé ça. Évidemment, ils ont dit, mais vous pourriez leur donner des logements au lieu de leur donner des smartphones et tout. Puis finalement, on les a rassurés. Non, c'est une petite asso qui travaille avec les jeunes de Seine-Saint-Denis. C'est une expérience, une innovation sociale qu'on fait. Ah, ben c'est bon alors. Donc, voyons voir ce que vous allez faire. Et voilà, on a eu c'est même pas la chance, parce qu'en fait, c'est peut-être même un problème. Enfin, je sais pas. En tout cas, la particularité, comme d'ailleurs sur beaucoup des projets qu'on fait, d'avoir une énorme couverture médiatique. C'est évident quand on travaille en construisant l'histoire des dénouements pour les gens. Les journalistes adorent les histoires incarnées avec un dénouement. Donc voilà. Pour le reste, et pour ce qui est du parcours des personnes qui ont été dedans, et de ce qui s'est passé, parce qu'il y avait 2 objectifs. Faire entendre directement la voix des personnes à la rue, et deuxièmement, voir si par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas se constituer aussi un réseau solidaire. En plus de ce que les associations d'accompagnement pouvaient leur fournir, de voir si est-ce qu'il n'y avait pas moyen que par eux-mêmes, ils puissent se recréer un environnement. Parce qu'on sait bien que dans exclusion, il y a solitude aussi, hein, il n'y a pas que pauvreté. Il y a se couper du monde dans exclusion, il y a ça aussi. Voilà, donc j'ai pas trop envie d'en dire plus, puisqu'on a Patrick qui est là, et que Patrick est l'une des 5 personnes, donc je vais lui passer le micro. Et donc peut-être relancer 2-3 petites questions quand on veut, mais déjà de raconter comment tu es rentré dans cette histoire, et puis comment tu t'es approprié ce dispositif. Qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours, comment tu t'es approprié ce dispositif? Bonjour tout le monde. Moi, j'étais, voilà, comme Emmanuel vient de dire, la Fondation Abbé Pierre à Metz est venue me voir, me parler de tweet, chose que je ne connaissais pas, pour savoir si ça m'intéressait de raconter mon quotidien sur le tweet. J'ai dit ok, je veux bien faire un tweet, mais j'ai pas envie de parler de moi, parce que moi, ma vie en 5 minutes, on la raconte, tout le monde raconte sa vie en 5 minutes. Et j'ai proposé, ok, de faire un tweet, de parler, mais de parler des gars de la rue, pas moi. Moi, je voulais faire l'intermédiaire entre les gars que vous croisez tous les jours, que ce soit ici, n'importe où, à Paris. Les gars qui traînent, que vous voyez dormir dehors, dans les gares, dans les buissons, voilà. Je voulais faire le lien, l'intermédiaire entre eux et moi. Alors, peut-être... Pardon. Avant de parler donc après cette initiative que tu prendras après d'aller à la rencontre des autres, déjà peut-être de parler de ce qui s'est passé sur le réseau avec les gens qui t'ont suivi. En fait, comment toi tu connaissais pas du tout ça? Qu'est-ce qui s'est produit? Je veux dire au niveau des relations, au niveau de ce que tu racontais, les retours que tu avais, tout ça peut-être. Tu parles de Nadège. Avant de partir sur ton road trip, avant d'aller à la rencontre des autres. Je veux dire, je parle des gens que tu as rencontrés, voilà. Non, mais je ne pige pas ta question. Là. Ma question, c'est parce qu'il vient de répondre à un journal. Je vous disais, c'est le problème de cette histoire de succès médiatique. Il vient de raconter toute l'histoire 2 secondes avant au Télégramme de Brest. Je parle de Karen, je parle des drôles de dames, je parle de tout ça. Ouais, au mois d'octobre, parce que l'histoire est partie le 17 octobre exactement. Et voilà, j'ai été contacté par des personnes que je ne connaissais pas. Encore aujourd'hui, il y en a certains que je ne connais pas, d'autres que j'ai été rencontrés directement sur la route chez eux, tels que Karen, que c'est une des premières avec qui j'ai eu contact sur le tweet, et ça en est une encore aujourd'hui. On se téléphone 2-3 fois par jour. Voilà, c'est une gamine de 23 ans qui est à Limoges, et avec qui on a sympathisé, et puis on est resté en contact. À côté, il y a eu, comment elle s'appelle, Nadège. Elle aussi, c'était la première semaine que j'ai commencé à tweeter, qui habite à Metz, donc je vois plus facilement sur Metz, qui elle est oculiste. Elle m'a, j'ai eu un problème avec mes yeux à un moment. Elle m'a dit, tu passe me voir à la boutique, je vais m'occuper de toi. Et en l'espace de 15 jours, on va dire, j'ai eu mes lunettes sur les yeux. Et ensuite, il y a eu Anne-Gaëlle derrière, la cousine, comme je l'appelle,
qui s'est investie différemment suite à mon road trip. Et elle, voilà, c'était quand j'avais des interviews avec les journaux, avec les radios, avec les télés, elle me téléphonait 1 heure ou 2 avant, on faisait un petit entraînement, elle et moi, comme elle était dans la communication, elle connaissait très bien ce domaine. Donc elle me disait toujours, écoute Pat, téléphone-moi, on fait un petit truc tous les deux ensemble, une petite répétition, et puis voilà, et puis c'est comme ça que j'ai appris à répondre aux interviews télé et tout ça, quoi. Ah ouais, et c'est pas donné à tout le monde. Pardon. Bon, Patrick, c'est un mec formidable, il faut le dire, mais la Karen dont il parlait, une jeune femme de 23 ans, j'apprends qu'elle va passer 4 jours entre Noël et le jour de l'an pour passer les fêtes avec Patrick. Ça veut dire qu'elle va partager son quotidien à Metz, c'est quand même pas un endroit où il fait un climat tempéré. Entre Noël et le jour de l'an. Je lui dis, mais Karen, tu te rends pas compte? Je l'appelle au téléphone, j'arrive en message privé à obtenir son numéro, je lui parle, je l'appelle, je lui dis, mais quand même, là, c'est un peu fort quand même, 4 jours, est-ce que tu es sûr et tout, machin. Et en fait, elle l'a fait, et c'était super, je crois. Hein, vous avez pas vu, ouais. Donc, bon, voilà, ce genre de manière, ce genre de relation, cette façon de faire, comme la personne qui t'a donné ses nouvelles lunettes, enfin qui t'a soigné pour les yeux, donné les lunettes, cette manière d'aller partager plusieurs jours, d'aller... Il y a eu aussi des histoires quand tu es parti pour ton road trip. Qui t'a donné les chaussures, là, le sac, tous ces trucs-là? Enfin, c'est moi qui les avais achetés. Ah oui, ça... c'est ma poche. En tout cas, ça a révélé déjà l'existence, ça c'était intéressant aussi, de plein de gens prêts à aider, des gens solidaires qui ne sont pas identifiés par les assos. Parce que je parlais du paradigme du collectif vers l'individuel ou de l'individuel vers le collectif, mais les associations, ceux qui donnent aux associations sont ceux qui font confiance à ces organismes collectifs pour représenter, et ils ont bien raison, et les associations en ont vraiment besoin, surtout qu'elles font un boulot irremplaçable. Mais il y a aussi aujourd'hui toute une génération de gens qui en fait sont prêts à faire pas mal de choses, sont très réactifs et tout, mais pour lesquels il faut adapter d'autres modes d'interpellation, d'autres modes de participation, qui préféreront donner dans un crowdfunding plutôt que donner à une association, qui préféreront donner à un projet qu'à une structure, des choses comme ça, ou même rentrer dans une relation plus individualisée ou des choses comme ça. Donc, effectivement, très rapidement, ça a été quoi? Tu as redécouvert une bande de potes, en fait, que tu avais perdu en étant à la rue, plus ou moins. Je m'en suis refait une, ouais. Non, mais au moins, je sais que les 2-3 personnes à qui je suis en contact assez régulièrement, je sais que, voilà, au moins sur eux, je peux compter, quoi, parce qu'ils ont fait leur preuve. Alors que les potes d'avant, ils m'ont bien, voilà, gentiment. Bon, et puis ensuite, alors il y a eu cette histoire, donc tu disais, cette volonté d'aller à la rencontre d'autres personnes à la rue. Alors raconte un peu d'où vient cette idée, puis comment ça s'est passé tout ça. Oui, c'est toi, puis Tweet de rue qui avait récupéré l'info, quoi. Parce qu'au départ, j'avais dit, voilà, j'étais à Metz, je me faisais chier, je tournais en rond. J'avais aucun but de rester sur Metz, quoi. Donc, en tweetant avec Karen et puis les autres, je leur ai dit, je vais venir vous voir. Je vais prendre mon sac à dos, je pars demain, je viens vous voir. Et c'est là qu'un ancien collègue de Manu, David, en l'occurrence, a rechopé l'info, et puis qui m'a contacté derrière, il m'a dit, Patrick, ok, pourquoi pas faire un blog, tu pars sur la route, tu vas aller voir Karen, tu vas aller voir Anne-Gaëlle, d'accord, et pourquoi pas faire un blog? Je lui ai dit, un blog sur quoi? Il m'a dit, voilà, on peut aller voir, tu vas voir les gars dans la rue. Alors voilà, excuse-moi, dans la colonne de droite, tu vas avoir le road trip de Patrick, là un peu plus haut. Voilà, tac, une sous-partie du blog Tweet de rue où il y a 40 articles que chaque soir au téléphone, il dictait son article. Nous, on avait quelqu'un pour prendre en note. Vas-y, continue l'histoire. Ouais, j'allais où? Donc, pourquoi pas faire ce road trip? Ouais, exact. Donc, David m'a dit, écoute, on fait un blog, tu pars sur les routes, tu racontes ton quotidien. Je lui fais non, je ne vais pas raconter mon quotidien. Je vais aller voir les mecs qui sont dans la rue, qui dorment dehors, ceux qui veulent s'en sortir, connaître un petit peu, pas leur passé, parce que bon, le passé d'un gars à la rue, c'est tous le même. C'est perte d'emploi, perte de liens sociaux, perte de... Voilà. Donc, j'ai dit non, je vais aller voir les gars qui sont dehors et leur demander ce qu'ils attendent justement pour du futur. Et c'est comme ça que l'histoire du road trip est partie, alors qu'au départ, c'était juste une balade en France que je voulais faire, quoi. J'avais 2-3 adresses à aller voir,
Et Alors les étapes finalement, qu'est-ce que tu as fait comme parcours? bah, les étapes, au départ, il y avait 12-14 villes à faire, donc, dont Nantes, dans votre région où je devais passer, puis que la Fondation Abbé Pierre m'avait bien gentiment dit de ne pas passer ici parce que la boutique n'était pas représentée. Donc, Oui, alors il faut préciser parce que alors là, on balance pas. Hein. c'est la dialectique du projet. Imaginez que nous on se retrouve avec cette initiative de Patrick à brûle-pourpoint à l'instant T, au milieu des 6 mois de l'expérience. Et nous voilà à devoir trouver à l'arrache. Vous savez que les déclenchements de démarches d'aide, de subventions, c'est un peu long et tout. Il nous faut payer des billets de train à partir de la semaine prochaine. C'est pas possible qu'il aille frauder dans le train pour faire ce truc. Alors bon, la Fondation Abbé Pierre, hyper cool, lâche finalement les billets de train, mais en même temps en disant telle ville oui, telle ville non, c'est normal. Et puis, donc il part. Et nous derrière, on se fait assaillir par la twittosphère. Comment vous le laissez faire ce tour de France et vous lui payez pas l'hôtel? On était là, mais c'est son projet. Là, toi, tu nous as défendu en ligne. C'est lui qui a pris notre défense. Bah non, mais c'est mon projet. Moi, j'étais parti. La Fondation Abbé Pierre me payait les trains. Ok, c'était bien. Mais moi, à côté, j'avais dit, pour loger, pour me nourrir, c'est mon problème. C'est moi qui me démerde. Il y avait les 115, il y avait ci, il y avait ça. Je me démerdais. S'il fallait dormir dehors, je dormais dehors. Ça m'est arrivé, hein, d'ailleurs. Mais voilà, j'avais dit, bon, la Fondation me paye les tickets de train, après je me démerde, point barre. Et ça a tellement bien marché que pendant une semaine, ils m'ont perdu de vue, j'avais plus donné de signe de vie, plus rien. Donc, et puis j'ai failli même claquer l'aventure à Toulouse parce que... À cause de la Fondation, toujours à cause d'eux. Enfin, ils nous ont beaucoup aidés sur ce projet. Oui, il faut quand même. Vous peut-être. Non, mais c'est vrai qu'il y a une temporalité. Non, mais c'est bon, voilà. Non, mais bon, il y a. C'est-à-dire que ça aussi, ce genre de démarche aussi active ces questionnements sur le temps de réponse, la manière de pouvoir adapter. Finalement, quelles sont les villes que tu as visitées? Bon, j'ai commencé à Valenciennes le 9 janvier. J'étais à Valenciennes, Valenciennes, Toulouse, Limoges, le gros morceau. Je ne devais pas y passer. Après, je suis monté Bourges, Vierzon. J'étais faire une semaine à Orléans. Ensuite, Paris. Et je devais aussi faire Montargis. Mais après, je me suis excusé avec le journaliste de Montargis parce que je devais y aller. Et je n'y ai pas été. Et Fréclin de Bretagne, enfin de Nantes, que j'ai pas pu aller voir également. Quoi. Je précise qu'on n'a fait aucune relation de presse sur cette affaire. Hein. C'est important. Non, mais c'est moi qui décidais des endroits où j'allais. Donc, pratiquement que la Fondation le savait 2 ou 3 jours avant l'endroit où je voulais remonter. Quoi. Parce que je ne voulais pas que la Fondation Abbé Pierre ou même Tweet de rue ou qui que ce soit ait un impact sur moi. Parce que si on devait me dire après, voilà, tu dis ça, tu fais comme ça, tu vas là-bas, tu vois les personnes là, je raccrochais tout de suite et je repartais. Bon. On avait pris de notre côté beaucoup de précautions à ce niveau. Puisqu'en fait, le présupposé de ce projet, c'est que les personnes à la rue sont des personnes autonomes, responsables et adultes. Et qu'on devrait pouvoir les considérer comme tels, et pas comme des gens toujours à assister, à prendre en charge, à loger, à protéger, etc. Donc c'était, même entre nous, on s'était protégés par rapport à ça. C'est-à-dire que David, mon collègue qui était lui chargé au jour le jour d'accompagner les 5 personnes, était le seul à avoir leur numéro. Moi, par exemple, je n'avais pas leur numéro. Pendant toute la durée de l'opération, je ne pouvais pas leur entrer en contact avec eux, à part par Twitter. Finalement, on s'est parlé, on a fini par s'appeler par Karen, par une de tes amies sur Twitter qui m'a dit mais appelle-le. Voilà, mais on avait pris comme ça plein de précautions pour pouvoir pas être, rester à notre place, quoi. Parce qu'en fait, on était incompétents sur le logement. Donc tous les gens qui nous sollicitaient, mais comment vous pouvez les laisser à la rue? Je veux dire, en vérité, on n'est pas spécialiste du logement du tout. Donc, enfin bref, c'était important pour nous de rester à notre place. Notre place, c'était de rendre possible la communication pour ces personnes et ensuite les accompagner sur le storytelling pour qu'il y ait des débouchés. C'est-à-dire, en fait, notre idée, c'était qu'en faisant récit de cette suite de témoignages et de rencontres, eh ben, c'était en soi une sorte de parcours d'insertion symbolique. Et après, Patrick vous racontera comment, mais enfin, je dirais que même pour les 5 en général, sauf un, en fait, il y avait une personne sans papier parmi les 5 et lui...
Non, l'autre était demandeur d'asile, tu me l'as rappelé toi-même, Ryan. Oui, mais Ouais. enfin, oui. Et donc, en tout cas, pour celui qui était sans papier, je ne recommencerai pas cette erreur parce que c'est pire que l'exclusion. C'est des gens qui sont des fugitifs, qui sont en danger, etc. Et donc, c'était pas une bonne idée qu'il s'expose comme ça. Enfin, bon, voilà. Bon, enfin, pour Manu, parce que tu parles de lui, dans la série Tête de con et compagnie, on fera pas mieux. De toute façon. Bon. Non, mais attends, on va quand même les mettre au courant. C'est. Ouais, dommage. Enfin, il n'était pas sur la photo, c'est dommage. Ouais. Non, c'était. Non, mais enfin, c'est aussi les dangers de Twitter. Les gens s'attachent, ils se font un réseau. Il s'est fait une personne qui s'est intéressée à lui, qui l'a invité chez elle. Ouais, elle habitait à Perpignan. Perpignan est une des 2 portes sud de la France, donc un des endroits où la police de l'air et des frontières campe au quotidien. Il y a Nice et Perpignan. Hein. Donc le gars est allé à Perpignan pour voir sa copine, il est reparti, puis à la gare de Perpignan, il s'est fait attraper, il s'est fait expulser et tout. Non. C'est Madame Sanzara. Non, mais j'en ai rien. Une tweeteuse. Je ne veux pas le savoir. C'est ma copine, je veux la voir. C'est elle qui l'a balancé aux douanes. Voilà le fond de l'histoire. Bon, on ne rentre pas dans ce genre de détails. Bon, mais au moins, c'est balancé. En tout cas, voilà. Mais il y a aussi des dangers avec les réseaux sociaux. Je pense que voilà. Hein. Donc, moi, ce que je voudrais quand même retenir, c'est que ça a été tellement intéressant ce voyage que Patrick a fait que il a remonté des infos tellement passionnantes sur, je veux dire, des cas pratiques liés à l'exclusion, à Valenciennes, à Limoges, à Toulouse, mais des choses. Enfin, tu peux peut-être très très rapidement raconter. À Valenciennes, j'ai fait la rencontre d'un gars qui est maître chien depuis 10 ans. Et il s'est retrouvé 3 ans à la rue, le gars, sans une thune, sans rien, à faire la manche. Jusqu'au jour qu'il y a une nana qui est passée comme ça, bêtement, il lui a fait un sourire et puis il lui a payé un café. Et voilà, ils se sont mis ensemble au bout de quelques temps. La nana lui a payé un chien et le mec, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il est maître chien. Et ils vont se marier très prochainement, qui m'avait dit, pour cet été, il me semble. Et il a une gamine de 3 ans, quoi. À Limoges. À Limoges, c'est une gamine de 17 ans. Son père, son père et sa mère séparés. Sa mère vit à Toulouse, toxicomane. Son père vit à Limoges. La gamine, elle est allée sur Limoges à l'université. Elle a été foutue à la porte par son père. Sa mère ne veut plus la voir. La gamine, on l'a croisée avec Karen dans Limoges, sur les marches. Quoi. À côté, Toulouse, il y a eu le mari de Céla Perrault aussi. C'est un mec qui travaille. Le mec, il a un métier. Le mec, il a le choix. Soit il vit en tente, ou alors il ne mange pas. Quoi. Et alors que le gars, il a un boulot. Donc ça a été tout un éclairage sur des gens qui sont salariés mais qui sont à la rue, sur des étudiantes. Donc ça a été quand même vraiment très intéressant ce voyage. Et surtout, Patrick a eu l'occasion de ville en ville d'aller visiter les hébergements d'urgence du 115. Vous savez que c'est un problème récurrent dont on parle très souvent. Il y a des problèmes de... Donc peut-être raconter un peu, voilà, une anecdote ou deux, mais ça a été tellement fort ce récit que quand on est revenu, la Croix-Rouge française a demandé à organiser un live tweet pour pouvoir ouvrir le débat avec les citoyens, enfin avec les tweetos et tout, sur cette question, parce que ça avait soulevé tellement de questions sur comment mieux gérer les hébergements d'urgence, quel est le problème, la saturation, tout ça. Donc ça, c'était en partie lié aux articles quotidiens de Patrick. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, après, il s'est retrouvé en contact avec des responsables de la Croix-Rouge, de Aurore, des trucs comme ça, qui sont les gestionnaires du 115 et qui ont trouvé finalement assez constructif ces critiques. Et ça a permis de déboucher sur un échange plutôt intéressant. Le dernier point, peut-être parce que je crois qu'on arrive au bout du temps, c'est de raconter la fin du road trip. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, à partir du 1er février. Oui, j'ai été contacté suite à tout ça, parce que je suis passé, quand j'étais à Limoges, j'étais filmé par France 3 et puis le journal local de là-bas. Et suite à la retransmission sur France 3 de mon reportage avec la petite Karen, j'ai été contacté par le président du syndicat des conducteurs routiers de France, qui habite en Vendée. Il m'a contacté personnellement pour me faire repasser tous les permis poids lourds et l'information. Par Twitter, hein. Par Twitter, oui, au départ. Et bon, et là, on s'est échangé les numéros de téléphone il y a quelques mois. Donc voilà, Pôle emploi me paye, quand je serai de retour dans le 57, me paye le permis poids lourd, le permis voiture, pardon.
Et dès que j'ai le permis voiture, j'ai le syndicat des routiers qui me paye, lui, la formation, les permis poids lourds et la formation pour redevenir routier, quoi. Parce que Patrick était routier, il a eu perdu son permis. Et il y a le patron de Géodis derrière qui, alors croisons les doigts parce que je ne sais pas si cet engagement est ferme, on l'espère tous, lui proposerait un emploi à l'issue de ce parcours. Voilà. Donc c'était un peu la happy end de la séquence, sachant que sur les autres participants à cette expérience, il y en a 2, 3 donc, qui sont logés, dont toi en foyer aujourd'hui, donc c'est encore précaire, mais 2 autres qui sont logés fermes. Il y en a un à qui ça a donné le courage de repartir, un des 2 étrangers qui a quitté la France. Et en tout cas, dans tous les cas, il y a eu des dynamiques assez constructives. Même Seb, qui a arrêté de tweeter au bout de 2 mois, il a arrêté de tweeter en disant que 140 caractères, c'était pas assez, que via Twitter, quelqu'un lui avait donné un ordinateur et qu'il écrivait un livre. Donc, il est en train de travailler sur son livre. Voilà, donc c'était un petit peu cette histoire-là. Alors nous, au bilan, parce que là on est entre 2 phases, la phase c'est fini fin mars, on est en train de déposer des demandes de subventions et tout pour voir si on peut reconduire une autre phase. On a des critiques et des points forts, points faibles sur ce projet en 2 mots. Le point faible, c'était les 5 personnes. Cette idée de personnaliser l'héroïsation n'est pas une bonne idée en fait. Il fallait qu'on commence, donc il fallait bien, voilà. Aujourd'hui, on pense que sur le modèle de ce que font les Néerlandais de Stratvogel, parce qu'en fait c'est nos cousins en Hollande qui ont commencé avant nous, organiser des formations comme on l'avait déjà fait, formations communes pour les personnes exclues, les bénévoles et les salariés, parce que les assos sont souvent un peu en retard sur les réseaux sociaux, donc autant faire d'une pierre 3 coups, c'est-à-dire toute la communauté, toutes les parties prenantes en même temps, surtout que les formations qu'on fait sont des formations Twitter et Facebook, mais des réseaux véritablement sociaux sur lesquels on insiste sur les dimensions collaboratives, la mobilisation, la localisation pour les maraudes, la coordination des personnes, la manière de s'en servir pour animer des mouvements, les fonctions groupes sur Facebook, enfin toutes ces choses-là, et pas seulement le côté communicant. Donc on voudrait multiplier ça. On voudrait aussi, en fait, c'était tellement bizarre notre projet que les associations de terrain, celles qui sont vraiment au plus près des personnes, nous ont un peu regardé en chien de faïence, et le fait qu'on ait eu vachement de buzz médiatique a joué un peu contre nous auprès de ces gens-là, parce que c'est des gens qui auront toujours une méfiance envers ce genre de choses. Sauf qu'au bilan, ils ont bien vu que c'était pas mal, puis eux, ils manquent plutôt de visibilité. Donc là, nous, on a beaucoup regretté, vu qu'on avait toute cette communauté de plusieurs milliers de personnes prêtes à aider, quand quelqu'un disait « Où est-ce qu'il y a une soupe populaire ouverte un dimanche à Menton ?» Ben, c'est dommage que personne ne puisse répondre, en fait, alors qu'il y a forcément quelque part quelqu'un qui peut dire à l'Armée du Salut, au 32 rue machin, ils font un service le soir, enfin vous voyez ce genre de truc. Donc là, nous pour l'acte 2, on pense qu'on ne peut pas se passer de ces associations de terrain, celles qui font l'accompagnement au jour le jour, les accueils de jour, les hébergements d'urgence, tout cela. Et donc on va essayer de s'organiser, si on arrive à le faire, pour faire 1/3 de formation, 1/3 de community management, enfin un quart de community management, de l'éditorial, mais autant on faisait déjà de l'éditorial pour les personnes, c'est-à-dire la mise en histoire de leur parcours, mais là on va le faire aussi pour les structures, parce qu'elles manquent de visibilité. Nous on a la chance d'être très regardés par les journalistes, donc au quotidien, vraiment ce qui se passe dans ces structures. Et puis garder une petite marge de manœuvre pour faire de l'ingénierie de projet participatif, comme ce qu'on a fait avec le road trip de Patrick. C'est-à-dire qu'il y a une initiative, elle est intéressante, elle va permettre d'apporter un éclairage différent sur certaines choses, elle va permettre d'enrichir la connaissance une espèce d'audit de la situation de l'intérieur, un truc peer-to-peer un peu. Voilà. Donc voilà, c'était un peu ce qu'on va essayer de faire. Et on va le faire en tournée, chez les gens. Parce que comme les ordinateurs, on s'en fout d'être au bureau, on s'est dit autant avoir une Kangoo, mettre les personnes responsables de ça dans la Kangoo avec les ordinateurs et proposer tel jour dans tel foyer, telle semaine dans tel endroit, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.